Bonjour et bienvenue sur Bref de compte, le site des comptes et nouvelles de comptabilité. Le thème du jour s'intitule « Les comptes consolidés, principes généraux ». Il est nécessaire d'être familiarisé avec la logique de fonctionnement des états financiers pour le suivre. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez commencer par le thème sur les comptes annuels sociaux. Ce thème se déclinera en 3 items. Le premier traitera des principes de base et du cadre légal. Le deuxième, du périmètre et des méthodes de consolidation. Et le troisième, du processus de consolidation. Premier item, principes de base et cadre légal. Dans la partie haute de cette diapositive, on voit l'organigramme d'un groupe de travaux publics exerçant 3 principales activités regroupées chacune sous forme de divisions. Une activité route, une de granulats et une de béton. Ce groupe s'est constitué par des acquisitions successives d'entreprises sur tout le territoire national. Il est constitué de 10 entreprises, 6 d'exploitation directe, en bas de l'organigramme, 3 sous-holdings pour chacune des activités principales et une société holding contrôlant l'ensemble. Ces 10 entités juridiques indépendantes établissent individuellement des comptes annuels dits sociaux et déposent ainsi 10 liasses fiscales auprès de l'administration. À partir de ces comptes sociaux, le processus de consolidation conduira à synthétiser l'activité du groupe en un seul jeu de comptes annuels consolidés, comprenant comme en social un bilan, un compte de résultat et une annexe. Le référentiel applicable en matière de comptes consolidés est présenté dans la partie basse de cette diapositive. 2 corps de règles sont applicables pour les comptes consolidés. Les règles françaises, codifiées sous le règlement CRC 9902 pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé, les normes IFRS, telles qu'appliquées au niveau européen pour les sociétés cotées sur un marché réglementé et sur option pour les sociétés non cotées. Pour les comptes sociaux, que la société soit cotée ou non sur un marché réglementé, ce sont toujours les dispositions du plan comptable général français, codifiées sous le règlement ANC 2014-03, qui sont applicables. ANC est l'acronyme de Autorité des normes comptables, l'organisme en charge de la réglementation comptable en France, et qui a remplacé le Conseil national de la comptabilité, ou CNC, et le Comité de la réglementation comptable, ou CRC. Enfin, si au niveau des comptes sociaux, chaque entité télétransmet ses propres comptes à l'administration fiscale, il n'en est pas de même pour les comptes consolidés. Il faut cependant préciser que depuis 2014, l'administration peut, dans le cadre d'un contrôle fiscal, demander qu'on lui communique les comptes consolidés. Cela lui permet de mieux appréhender les flux intragroupes et notamment les prix de transfert. Pour qu'il y ait production de comptes consolidés, il faut avoir à minima 2 sociétés, dont l'une détient en principe des titres de l'autre. Du point de vue juridique, on parle de filiale lorsque l'on détient au minimum 50% des titres d'une autre société et d'une participation lorsque ce pourcentage est compris entre 10 et moins de 50%. La consolidation consiste à agréger dans les comptes de la société consolidante ou société mère ceux des sociétés dans lesquelles elle exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable. Pour faire simple, l'agrégation consiste en une addition. Dans cette diapositive, l'entreprise A détient à son actif des titres de la société B qu'elle a constituée dès l'origine à 100%. A est donc l'unique associé de B, et ce depuis la constitution de cette dernière. Si l'on additionne poste à poste chacun des éléments actifs et passifs des sociétés A et B, nous allons obtenir un bilan cumulé avec à l'actif des titres B et au passif le capital de B. Il y aura donc intuitivement un doublon, car comme nous l'avons vu dans la séquence sur les états financiers, les capitaux propres sont obtenus par la différence des actifs et des passifs exigibles. Donc, en agrégeant, on a à la fois les actifs et passifs exigibles des sociétés consolidées, mais aussi les titres détenus chez la société mère et qui ne sont que la contrepartie d'une partie des capitaux propres de la société consolidée à la date d'acquisition. Prenons l'exemple suivant d'une entreprise A qui souscrit à 100% au capital de la société B lors de sa création. Ce capital est de 500, montant que l'on retrouve à l'actif de A et au passif de B.
Par simplification, les bilans A et B sont présentés côte à côte et les couleurs renvoient au schéma en haut à droite de la diapositive précédente. En additionnant les deux bilans, on obtient un total de 2100, lequel total inclut les 500 à l'actif de A et leur contrepartie au passif de B. Chez B, ces 500 proviennent de la différence entre les actifs de 700, minorés des passifs exigibles de 200. L'objectif est de faire apparaître au bilan consolidé l'ensemble des actifs et passifs des sociétés du groupe, ce qui va conduire à annuler les 500 de titres à l'actif par les 500 de capital au passif pour qu'il n'y ait plus redondance. Dans le bilan consolidé, on a bien intégré les capitaux propres de B, mais par la différence entre ses actifs et ses passifs exigibles. Le total du bilan est ainsi ramené à 1600 et au passif du bilan consolidé, il ne reste plus que le capital de la société mère consolidante A. Voici les principes techniques généraux de la consolidation, bien évidemment réduits à leur plus simple expression. Par la suite, nous nous placerons exclusivement dans un contexte de normes françaises. La consolidation est devenue obligatoire en France par la loi 85/11, transposant en droit français la 7e directive européenne. Le Code de commerce précise dans son article L233-16 que les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Le contrôle exclusif d'une société résulte de 3 situations. Premièrement, de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise. Deuxièmement, de la désignation pendant 2 exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40% des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Troisièmement, du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clause statutaire. Le contrôle exclusif peut ainsi prendre la forme d'un contrôle de droit, d'un contrôle contractuel et d'un contrôle de fait. Le contrôle conjoint est quant à lui le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. Le contrôle conjoint résulte ainsi de 2 éléments essentiels. Premièrement, le partage du contrôle, ce qui suppose qu'aucun des actionnaires n'exerce seul un contrôle exclusif. Et deuxièmement, la nécessité d'un accord contractuel prévoyant l'exercice du contrôle conjoint. Si le groupe est astreint à produire des comptes consolidés, il doit y inclure aussi les sociétés dans lesquelles il exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière, ce qui est présumé lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20% des droits de vote de cette entreprise. Depuis 2016, les sociétés exerçant uniquement une influence notable sur d'autres entités, donc sans exercer par ailleurs le moindre contrôle ni exclusif ni conjoint sur d'autres, ne sont plus tenues d'établir des comptes consolidés. Dans le référentiel français de consolidation, les règles comptables applicables proviennent de textes généraux et spécifiques. Comme pour les comptes sociaux, les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans le périmètre. La régularité s'entend de la conformité aux règles et procédures en vigueur et est dictée par la loi, la jurisprudence ou les instances professionnelles. La sincérité consiste en l'application de bonne foi de ces règles ou procédures. L'image fidèle est obtenue par le respect des principes comptables. Les principes comptables qui sous-tendent la production des comptes sociaux sont aussi applicables pour les comptes consolidés. Pour rappel, il s'agit des principes de continuité d'exploitation, d'indépendance des exercices, de coût historique, de prudence, de permanence des méthodes, d'importance relative et d'intangibilité du bilan d'ouverture. Mais il existe une notion d'image fidèle propre aux comptes consolidés qui conduit à éliminer l'incidence des écritures passées par la seule application des législations fiscales,
comme par exemple en France les provisions réglementées ou les subventions d'investissement, et appliquer les deux principes comptables supplémentaires suivants. Celui de la prééminence de la substance sur l'apparence, qui conduit par exemple à faire la distinction entre les contrats de location-financement et ceux de location simple, ou de consolider les entités ad hoc. Et celui de rattachement des charges au produit, qui conduit notamment à constater des provisions pour indemnité de départ en retraite ou des provisions pour garantie dès l'inscription en produit des ventes qui la génèrent. Il est enfin précisé que les éléments d'actifs et de passifs, de charges et de produits compris dans les comptes consolidés doivent être évalués selon des méthodes homogènes, ce qui signifie que des retraitements d'homogénéisation peuvent devoir être effectués. Si par exemple les durées d'amortissement pour un type de bien donné sont différentes d'une société à l'autre, il conviendra de les harmoniser selon les modalités retenues par le groupe et donc de rectifier à la hausse ou à la baisse les amortissements constatés en social. Toutes les sociétés commerciales, par leur forme ou leur objet, sont concernées par l'obligation de consolidation, qu'elles soient cotées ou non. Mais il existe 3 cas d'exemption. Premièrement, en cas de sous-groupe, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est elle-même sous le contrôle d'une entreprise qui l'inclut dans ses comptes consolidés, publiés en normes françaises ou IFRS, sauf si un actionnaire représentant au moins 10% du capital en demande la publication. Deuxièmement, en cas de critères d'information significative qui permet d'exclure une filiale ou une participation lorsque celle-ci ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle. Troisièmement, en cas de groupe de dimension modeste, lorsque l'ensemble constitué par l'entreprise et celle qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant 2 exercices successifs une taille déterminée par référence à 2 des 3 critères suivants. Total du bilan égale 24 millions d'euros, chiffre d'affaires égale 48 millions d'euros et 250 salariés. Arrêtons-nous un instant sur ce 3e cas d'exemption de production de comptes consolidés. La règle est l'établissement des comptes consolidés, l'exemption n'étant acquise que si 2 des 3 seuils ne sont pas dépassés pendant 2 exercices successifs. Il suffit d'en dépasser 2 des 3 au cours d'un seul exercice pour y être astreint l'exercice suivant. Les seuils peuvent être différents selon les exercices. Ce qui compte, c'est la situation de 2 seuils sur 3. En conséquence, exemption d'établissement de compte consolidé en N si non-dépassement de 2 des 3 seuils ni en N-1 ni en N-2. Établissement de compte consolidé en N si dépassement de 2 des 3 seuils en N-1 ou si dépassement en N-2 même si en N-1 les seuils ne le sont plus. Il est donc primordial de valider à chaque clôture le positionnement du groupe par rapport à ces seuils, car outre l'intérêt de produire des comptes consolidés pour avoir une vision globale du groupe, le non-respect de publication a des conséquences civiles et pénales importantes et frappe de nullité relative les assemblées au cours desquelles les comptes consolidés auraient dû être mis à disposition. Enfin, il faut noter que ces 3 cas d'exemption ne concernent pas les sociétés émettant des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, et les sociétés émettant des titres de créances négociables. Pour conclure ce premier item sur le cadre légal, abordons plus précisément le contenu des comptes consolidés qui sont constitués, comme en social, d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe qui forment un tout indissociable. Bilan et compte de résultat sont toujours présentés en comparatif N et N-1. Ils sont quasiment identiques à ceux des comptes sociaux, sous réserve de lignes induites par les spécificités de la consolidation. À l'actif, les lignes écart d'acquisition et titres mis en équivalence, et au passif, les intérêts minoritaires. Au compte de résultat, les lignes quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, dotation aux amortissements des écarts d'acquisition et intérêts minoritaires. Le modèle présenté ici classe les produits et charges par nature, comme dans les comptes sociaux, mais il est possible de retenir une présentation dans laquelle les produits et charges sont classés par destination. L'annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé. On y retrouvera des informations sur le référentiel comptable, les modalités et méthodes de consolidation, les règles d'évaluation.
les informations relatives au périmètre de consolidation, la comparabilité des comptes, les explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations, avec notamment un tableau de variation des capitaux propres. Un tableau de flux de trésorerie dont l'élaboration est identique à celle présentée dans la séquence comptes annuels sociaux, analyse de la variation de trésorerie. On y retrouve les flux de trésorerie liés à l'activité, aux opérations d'investissement, de financement, ainsi que la variation de trésorerie au cours de l'exercice. Certaines lignes sont elles aussi spécifiques à la consolidation, comme la variation des impôts différés, les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, les dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées et l'incidence des variations de périmètre. Les principes de base et cadre légal posés, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet de la technique de consolidation proprement dite. Deuxième item, périmètre et méthode de consolidation. Nous avons vu que, sauf à se prévaloir des 3 cas d'exonération, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Dès l'instant où il existe une obligation de consolidation par la reconnaissance du contrôle exclusif ou conjoint, il faut aussi inclure dans le périmètre les entités dans lesquelles le groupe exerce une influence notable. Rappelons que, premièrement, le contrôle exclusif peut prendre la forme d'un contrôle de droit, d'un contrôle contractuel ou d'un contrôle de fait. Deuxièmement, le contrôle conjoint résulte de 2 éléments essentiels, le partage du contrôle et la nécessité d'un accord contractuel prévoyant l'exercice du contrôle conjoint. Troisièmement, l'influence notable est présumée à partir de 20% des droits de vote. La première étape dans un process de consolidation est d'en délimiter le périmètre, c'est-à-dire l'ensemble des entités répondant à la notion de contrôle exclusif ou conjoint et d'influence notable. L'élaboration d'un organigramme permettra de visualiser les liens de détention des entités entre elles. Cette diapositive se lit de gauche à droite, M étant la société mère et F et G des filiales. Les liens peuvent être premièrement directs, c'est-à-dire que les titres F sont à l'actif de M. Deuxièmement, indirects, de M dans G par l'intermédiaire de F. Dans ce cas, des titres F sont à l'actif de M et des titres G à l'actif de F. Dans cet exemple, il n'y a pas de titre G à l'actif de M, ce qui traduirait une participation directe de M dans G, mais seulement une participation indirecte par F. Troisièmement, participation réciproque ou croisée. Des titres F sont inscrits à l'actif de M et des titres M sont inscrits à l'actif de F. Ce type de participation est réglementé. Quatrièmement, participation circulaire. Des titres F sont inscrits à l'actif de M, des titres G le sont à l'actif de F et des titres M le sont aussi à l'actif de G. Une fois l'organigramme établi, il convient de définir le type de contrôle, exclusif ou conjoint, ou influence notable, qu'exerce telle ou telle entité sur telle autre. En matière de pourcentage, on distingue premièrement le pourcentage de contrôle, qui est une notion juridique traduisant la capacité d'une entité à en contrôler une autre, et correspondant au cumul des pourcentages de droits de vote, directs et indirects, dont dispose l'entreprise consolidante sur d'autres entreprises. Pour la détermination de ce pourcentage, on tient compte de la nature particulière de certaines actions qui peuvent accorder des droits de vote doubles. Deuxièmement, le pourcentage d'intérêt, qui est une notion patrimoniale exprimant la part de l'actif net détenu par l'entreprise consolidante, directement ou indirectement dans les entreprises du périmètre. Ce pourcentage sert à répartir les capitaux propres entre parts du groupe et parts hors groupe. Sauf cas particulier, en cas de participation directe, pourcentage de contrôle et d'intérêt sont identiques. C'est le pourcentage de contrôle qui induit l'une des 3 méthodes de consolidation. Intégration globale pour un contrôle exclusif, intégration proportionnelle pour un contrôle conjoint et mise en équivalence pour une influence notable. Avant de passer à des exemples de détermination de pourcentage de contrôle et d'intérêt, attardons-nous sur les dates de clôture d'exercice. La date de clôture des comptes consolidés est en général calée sur celle de la société mère.
Par exception, et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les groupes peuvent retenir une date de clôture différente si cette date est retenue par la majorité des entreprises pour leurs comptes sociaux. La date de clôture des comptes individuels des sociétés intégrées en consolidation est en général identique à celle des comptes consolidés. Pour les sociétés intégrées, si leur date de clôture est antérieure ou postérieure de plus de 3 mois au plus à la date d'arrêté des comptes consolidés, il convient d'effectuer la consolidation à partir de comptes intérimaires ou bien des comptes individuels retraités pour tenir compte des événements significatifs intervenus depuis la date de clôture. Si l'écart est antérieur ou postérieur de plus de 3 mois, l'établissement de comptes intérimaires est obligatoire. Mettons en pratique ces notions de pourcentage de contrôle et d'intérêt. Dans l'exemple 1 de la partie gauche de la diapositive, A détient directement une participation dans B, qui en détient directement une dans C, et A en détient une indirectement dans C. Calculons le pourcentage de contrôle pour déterminer la méthode de consolidation. A détient directement 60% de B, son contrôle exclusif est donc avéré. A détient directement 15% de C et B détient 45% de C. Comme A contrôle B, on retient les 45% indirects de B à C, ce qui fait qu'au total, A contrôle C à 45 plus 15, soit 60%. B et C étant contrôlées exclusivement, elles sont consolidées par la méthode de l'intégration globale. Déterminons maintenant le pourcentage d'intérêt qui est une notion patrimoniale. A détient directement 60% de B, A détient directement 15% de C et indirectement 27%. En effet, B a droit à 45% des capitaux propres de C et A a droit à 60% des capitaux propres de B. A a donc implicitement droit à 60% de 45% de C, soit 27%. Dans cette première approche, on peut constater que pour le pourcentage de contrôle, on retient le pourcentage de détention indirecte par B de la société cible C, à la seule condition que la chaîne de contrôle ne soit pas interrompue au niveau supérieur à B, et on l'additionne au pourcentage de détention directe. Alors que pour le pourcentage d'intérêt, on multiplie entre eux les pourcentages indirects jusqu'à la société cible C, et on les additionne au pourcentage de détention directe. Dans l'exemple 2 de la partie droite de la diapositive, le pourcentage de contrôle de M sur F n'est que de 35%, qui correspond au lien direct. On ne peut pas retenir le lien indirect par Y, car cette dernière n'est pas contrôlée exclusivement par M, du fait de la présence d'un autre associé disposant lui aussi de 50% de Y. F serait donc consolidé par mise en équivalence, si F était contrôlé par une autre société, ou par intégration proportionnelle si le contrôle conjoint sur F était reconnu. Le pourcentage d'intérêt de M dans F sera de 55%, correspondant aux 35% directs et aux 50% des 40%, soit 20% indirects par Y. Dans l'exemple 3, pour étudier le contrôle de M sur D, il faut se poser la question préalable du contrôle de C par M. M contrôle effectivement C, directement à 30% et indirectement à 55%, par le lien AC, car le contrôle est établi entre M et A. M contrôlant C à 85%, on peut prendre le pourcentage indirect CD de 80%, qu'on ajoute au pourcentage direct de 10%, soit 90%. Toutes les sociétés seront consolidées par la méthode de l'intégration globale. Quant au pourcentage d'intérêt, il faut noter que pour déterminer celui de M dans D, il suffit de partir de celui de M dans C, soit 63% fois 80%, en indirect, auquel on ajoute le pourcentage direct de 10%, soit un total de 60,4%. Dans l'exemple 4, le contrôle exclusif n'étant pas constitué entre A et C, cette dernière sera consolidée par la méthode de la mise en équivalence si l'influence notable est retenue, du fait du contrôle exclusif de C par une autre société extérieure au groupe, ou par la méthode de l'intégration proportionnelle si le contrôle conjoint de C par M est retenu. Nous avons vu que le pourcentage de contrôle
induit la méthode de consolidation. Intégration globale ou IG en cas de contrôle exclusif, intégration proportionnelle ou IP en cas de contrôle conjoint, mise en équivalence ou ME en cas d'influence notable. Mais la détermination du type de contrôle qu'exerce une société sur une autre ne résulte pas systématiquement de la simple lecture des pourcentages. Tout est une question de contexte. Présentons maintenant les modalités de mise en œuvre de ces méthodes. Dans une approche très simplifiée, et pour bien en comprendre les différences, il faut se poser 3 questions. 1. Doit-on cumuler les comptes d'actifs, de passifs, de charges et de produits entre eux? Si oui, se poser la question subsidiaire, selon quel pourcentage? 100% ou moins faut-il le faire? 2. Doit-on procéder à l'annulation des titres qui font double emploi avec une partie des capitaux propres, comme on l'a vu au début de cette séquence? 3. Doit-on constater des intérêts minoritaires dans le cas où le pourcentage d'intérêt, et non pas le pourcentage de contrôle, de la société consolidante dans la société consolidée serait inférieur à 100%. La réponse à ces questions peut être résumée ainsi pour chacune des méthodes. En intégration globale, on reprend intégralement à 100% les comptes annuels des sociétés du groupe. On annule les titres qui font double emploi avec une partie des capitaux propres. Et comme on a tout repris à 100%, on constate une dette du groupe vis-à-vis des minoritaires selon le pourcentage d'intérêt. Les réponses aux questions sont respectivement oui à 100%, oui et oui. En intégration proportionnelle, on ne reprend pas 100% des comptes des sociétés consolidées, mais en proportion du pourcentage d'intérêt. On annule les titres qui font double emploi avec une partie des capitaux propres, mais on ne constate pas d'intérêt minoritaire, car le groupe n'a pris que sa propre part matérialisée par le pourcentage d'intérêt. Les réponses aux questions sont respectivement oui selon pourcentage d'intérêt, oui et non. En mise en équivalence, la société consolidante réévalue simplement à son bilan la valeur des titres de participation de la société dans laquelle elle exerce une influence notable. Il n'y a ni cumul des comptes, ni annulation des titres, qui sont donc maintenus à l'actif sous la ligne titres mis en équivalence, et ni constatation d'intérêt minoritaire. Les réponses aux questions sont respectivement non, non et non. Avant de mettre en application ces concepts, voici un tableau synthétique permettant de résumer les situations. Tout part du pourcentage de contrôle qui induit la méthode. Contrôle exclusif, qui peut se caractériser par un contrôle de droit, à plus de 50%, de fait, à partir de 40%, ou contractuel. Méthode de l'intégration globale, cumul des comptes à 100%, annulation des titres et constatation de minoritaires, car en cumulant les comptes à 100%, on a pris leur part. Contrôle conjoint, à 50% et moins si aucune autre entreprise ne détient le contrôle exclusif. Méthode de l'intégration proportionnelle, cumul des comptes selon le pourcentage d'intérêt du groupe, annulation des titres et pas de constatation d'intérêt minoritaire car on n'a pas pris leur part dans le cumul des comptes. Influence notable à partir de 20%. Comme on procède à une simple réévaluation des titres, on ne cumule pas les comptes, on n'annule pas les titres et on ne constate pas d'intérêt minoritaire. Mise en œuvre de la méthode de l'intégration globale. Prenons le cas d'une entreprise M qui a souscrit dès sa constitution à 70% du capital de 500 d'une société F. À l'actif de M, il y a des titres de participation F pour 70% de 500, soit 350, et au passif de F, il y a son capital social de 500. Le contrôle exclusif de M sur F est constitué, ce qui justifie l'emploi de la méthode de l'intégration globale. Comme il n'y a pas de détention indirecte, pourcentage de contrôle et d'intérêt sont identiques. Pour des raisons pédagogiques, les bilans sont présentés en liste au-dessus des comptes de résultats. À l'étape 1, je cumule les comptes à 100%, ce qui fait un total de bilan de 5500 plus 100% de 2000, soit 7500, et un résultat cumulé de 100 plus 100% de 200, soit 300. À l'étape 2, j'annule les titres qui font double emploi avec le capital, soit 350 de moins à l'actif et au passif, sans impact sur le résultat de l'exercice. À l'étape 3,
je constate les intérêts minoritaires correspondant aux 30% qui n'appartiennent pas au groupe, mais que j'ai absorbés à l'étape 1 en cumulant les comptes à 100%. Les minoritaires ont droit à 30% des capitaux propres, lesquels sont constitués du capital social, soit 500 par 30% égale 150, des réserves accumulées depuis l'origine, soit 400 fois 30% égale 120, et du résultat de l'exercice, soit 200 fois 30% égale 60. Au passif, on sort la part des minoritaires des capitaux propres pour la mettre en dette, soit 150 plus 120 plus 60 égale 330, et au compte de résultat, on retranche du résultat de l'ensemble consolidé la part leur revenant, soit 60, pour obtenir le résultat net part du groupe. On obtient ainsi un bilan et un compte de résultat qui présentent les mêmes caractéristiques qu'en social. Actif égale passif à 7150, résultat bilan égale résultat du compte de résultat à 240. On constate que le capital social n'est que celui de la société mère et que les intérêts minoritaires ont été retirés des capitaux propres, qui ne représentent donc que la part du groupe pour être mise en dette. Mise en œuvre de la méthode de l'intégration proportionnelle. Prenons maintenant le cas d'une entreprise M qui a souscrit dès sa constitution à 30% du capital de 1000 d'une société F. À l'actif de M, il y a des titres de participation pour 30% de 1000, soit 300, et au passif de F, il y a son capital social de 1000. Le contrôle conjoint de M sur F est constitué car deux autres associés se partagent les autres 70% et qu'un accord contractuel existe entre ces trois associés, ce qui justifie l'emploi de la méthode de l'intégration proportionnelle. Comme il n'y a pas de détention indirecte, pourcentage de contrôle et d'intérêt sont identiques. À l'étape 1, je cumule les comptes à 30%, ce qui fait un total de bilan de 3300 plus 30% de 3100, soit 4230, et un résultat cumulé de 100 plus 30% de 200, soit 160. À l'étape 2, j'annule les titres qui font double emploi avec le capital, soit 300 de moins à l'actif et au passif, sans impact sur le résultat de l'exercice. À l'étape 3, je ne fais rien car en cumulant les comptes selon mon seul pourcentage d'intérêt de 30%, je n'ai pris que la part du groupe. On obtient ainsi un bilan et un compte de résultat qui présentent les mêmes caractéristiques qu'en social. Actif égale passif à 3930, résultat bilan égale résultat du compte de résultat à 160. On constate que le capital social n'est que celui de la mère et qu'il n'y a pas d'intérêt minoritaire. Mise en œuvre de la méthode de la mise en équivalence. Prenons enfin le cas d'une entreprise M qui a souscrit dès l'origine à 30% du capital de 1000 d'une société F. À l'actif de M, il y a des titres de participation pour 30% de 1000, soit 300, et au passif de F, il y a son capital social de 1000. L'influence notable de M sur F est constituée car une autre entreprise en détient le contrôle exclusif, ce qui justifie l'emploi de la méthode de la mise en équivalence. Comme il n'y a pas de détention indirecte, pourcentage de contrôle et d'intérêt sont identiques. À l'étape 1, je ne reprends pas les comptes de F. À l'étape 2, je n'annule pas les titres, mais je vais les réévaluer à la hausse ou à la baisse selon la situation d'entreprise sous influence notable. Les capitaux propres de F sont de 1170 et M en détient 30%, soit 351. Les titres qui sont à l'actif de M pour 300 ont ainsi une valeur à la clôture de 351, d'où une plus-value latente de 51. Dans les capitaux propres de 1170 de F, il y a 1060 de capital et réserve et 110 de résultat. La quote-part de résultat revenant à M au titre de l'exercice comptable est ainsi de 110 fois 30%, soit 33. À l'actif du bilan consolidé, je vais augmenter les titres de 51 avec pour contrepartie 33 sur la ligne résultat et le solde de 51 moins 33 égale 18 sur les réserves consolidées. Je constate au compte de résultat cette quote-part de résultat de 33. À l'étape 3, je ne fais rien. On obtient ainsi un bilan et un compte de résultat qui présentent toujours les mêmes caractéristiques qu'en social, actif égale passif à 3451,
résultat bilan égale résultat du compte de résultat à 133. On constate que le capital social n'est que celui de la société mère, qu'il n'y a pas d'intérêt minoritaire et que la quote-part de résultat de 33 apparaît sur une ligne à part du compte de résultat. Nous avons pris jusqu'à présent des situations dans lesquelles la société consolidante M avait souscrit au capital de F lors de la constitution de sa filiale. La contrepartie des titres F chez M ne se trouve alors, dans ce cas, que dans le capital social de F. En réalité, une entreprise prendra souvent une participation dans une autre société qui a déjà eu une existence propre et indépendante lors de son entrée dans le groupe. La valeur de cette nouvelle participation, c'est-à-dire la rémunération qui a été remise au vendeur par l'acquéreur, dépend de plusieurs facteurs. Non seulement de la valeur intrinsèque de l'entité, mais aussi d'un supplément que l'acquéreur est disposé à dépenser pour, par exemple, développer son activité, s'étendre sur un nouveau marché, limiter la concurrence. Lors de l'entrée dans le périmètre de consolidation, les actifs et passifs identifiables de la cible doivent être évalués à leur juste valeur, qui est en général différente de la valeur comptable indiquée dans les comptes sociaux, du fait de la méthode des coûts historiques. Un écart d'évaluation est alors mis en évidence par la différence entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l'entreprise contrôlée. La différence entre le prix d'acquisition des titres et cette juste valeur, des actifs et passifs identifiables, qui a conduit à constater un écart d'évaluation, constitue l'écart d'acquisition. Il s'agit d'un écart résiduel. S'agissant de la constatation de plus ou moins value latente sur les actifs et passifs, l'écart d'évaluation impacte non seulement les intérêts du groupe, mais aussi ceux des minoritaires. Les actifs sont désormais inscrits en consolidation sur la base de leur valeur comptable sociale, augmentée de l'écart d'évaluation, et seront amortis sur cette nouvelle base. Il conviendra de comptabiliser en consolidation l'ajustement en plus ou moins de la dotation aux amortissements constaté en social. L'écart d'acquisition, en revanche, n'impacte que les intérêts du groupe, car il s'agit d'un écart résiduel entre le prix d'achat de la participation et les actifs et passifs réévalués, c'est-à-dire précisément le supplément immatériel ou irrationnel que le groupe a accepté de payer pour obtenir une participation dans la cible. Cet écart d'acquisition peut être positif ou négatif. S'il est positif, il figure à l'actif et représente la fraction du prix payé en contrepartie des avantages que procure la prise de contrôle de l'entreprise, élimination d'une entreprise concurrente, assurance d'un approvisionnement ou d'un débouché, amélioration des conditions de production, expansion à l'étranger. S'il est négatif, il figure au passif et correspond généralement soit à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise, soit à une plus-value potentielle du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses. Un écart d'acquisition positif n'est en général pas amorti et un écart d'acquisition négatif est repris en résultat sur une certaine durée. Prenons l'exemple d'une société M qui a fait l'acquisition le 1er janvier N-2 de 60% du capital de F pour un montant de 5 500. À la date d'acquisition, les capitaux propres de F sont de 6 000 et des plus-values latentes ont été identifiées sur des actifs de F, à savoir 450 sur les terrains et 1350 sur les constructions, soit un total de 1800. Après impact fiscal différé lié à l'IS sur la plus-value latente, le montant net de cette plus-value est de 1200. Ce montant se répartit entre part du groupe 60% pour 120 et hors groupe 40%, soit 480. Les 5500 versés pour l'acquisition de cette cible ont pour contrepartie les 60% des capitaux propres comptables acquis, soit 60% de 6000 égale 3600, le supplément de 5500 moins 3600 égale 1900 ayant été versé pour tenir compte de l'écart d'évaluation de 720, puis de l'écart d'acquisition qui constitue l'écart résiduel pour un montant de 1180. Les concepts de base de la consolidation posés, comment procède-t-on pour établir des comptes consolidés? Troisième item, processus de consolidation. Cette diapositive identifie 4 phases dans le process d'élaboration des comptes consolidés. Sans rentrer dans le détail,
On a phase A, celle des travaux préparatoires, qui permet de définir le périmètre, les méthodes et le calendrier de publication des comptes consolidés. Phase B, celle de retraitement des comptes sociaux, dont certains sont obligatoires et d'autres facultatifs. Parmi les retraitements obligatoires, on trouve les retraitements d'homogénéisation des méthodes comptables des sociétés du groupe et le retraitement des écritures de nature fiscale, telles que les provisions réglementées ou les subventions d'investissement. Parmi les retraitements facultatifs, on retrouve les méthodes préférentielles et de référence. Si elles ne sont pas utilisées, l'impact de leur non-utilisation doit donner lieu à une information en annexe. Si le groupe les utilise, l'option est alors irrévocable. On a notamment 1. La comptabilisation d'une provision pour la totalité des engagements de retraite, selon le principe de rattachement des charges au produit. 2. L'application de la méthode à l'avancement pour les contrats à long terme. 3. L'enregistrement en résultat des écarts de conversion liés à l'utilisation de devises étrangères. 4. Le retraitement des opérations de location-financement ou crédit-bail. Cette dernière méthode résulte du principe comptable de la prééminence de la réalité sur l'apparence et consiste à inscrire à l'actif les biens pris en crédit-bail qui sont supposés pour l'occasion avoir été financés par un emprunt d'un montant équivalent. Dans le compte de résultat, on va donc substituer au loyer payé une dotation aux amortissements et des frais financiers. Certains retraitements auront un impact sur la base d'impôt. Cette correction, purement comptable et non pas fiscale, va générer ce que l'on appelle des impôts différés. La conversion de comptes établis en devises obéit à des règles particulières. Phase C, celle de consolidation qui peut être concomitante avec la phase précédente de retraitement selon l'organisation interne retenue. Les comptes sociaux seront traités selon la méthode retenue, intégration globale, proportionnelle ou mise en équivalence. Les intragroupes sans impact sur le résultat seront annulés, tels que les créances dettes ou charges produits, de sorte que l'on n'aura plus que les opérations du groupe vis-à-vis de l'extérieur. Les intragroupes avec impact sur le résultat seront aussi neutralisés, tels que l'annulation des dividendes internes, les marges internes sur cession de biens ou d'immobilisation, les dépréciations de titres ou de créances sur des sociétés consolidées. Annulation des titres et partage des capitaux propres. Phase D, celle qui consiste en la production des états de synthèse, bilan, compte de résultat et annexes, dans laquelle doivent figurer les tableaux de variation des capitaux propres et de trésorerie, ainsi que la preuve d'impôt. À titre d'illustration, cette diapositive présente deux cas simples d'élimination d'opérations intragroupes. Dans la partie gauche, il s'agit d'opérations n'ayant pas d'impact sur le résultat, tels que des achats-ventes ou créances-dettes. Par exemple, F a vendu à M pour 150 de marchandises, toutes revendues à l'extérieur depuis, dont 50 restent à régler à la clôture. Si on ne les neutralise pas, le bilan consolidé indiquera une créance de 50 à l'actif et une dette au passif du même montant. Le compte de résultat indiquera un chiffre d'affaires et des achats de 150. Comme l'on souhaite ne retenir que les transactions du groupe vis-à-vis de l'extérieur, on va annuler les créances dettes d'une part et les ventes achats de l'autre. Dans la partie droite de la diapositive, il s'agit d'opérations réciproques ayant un impact sur le résultat. Si F a versé 70 de dividendes à M, les capitaux propres de F ont diminué de 70 et M a constaté un produit financier interne au groupe de 70. Le retraitement va ainsi consister à annuler le produit financier de M en augmentant les réserves de F, comme si la distribution n'avait jamais eu lieu. Alors, que retenir d'essentiel parmi tout ce que nous venons de voir ? Point d'étape. Les comptes consolidés obéissent à la même logique d'établissement que les comptes sociaux et doivent aussi être réguliers, sincères et présenter une image fidèle. Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Si tel est le cas, elles doivent inclure dans leur périmètre des sociétés sur lesquelles elles exercent une influence notable. Le contrôle exclusif peut prendre la forme d'un contrôle de droit, d'un contrôle contractuel ou d'un contrôle de fait.
Le contrôle conjoint résulte de deux éléments essentiels, le partage du contrôle et la nécessité d'un accord contractuel prévoyant l'exercice du contrôle conjoint. L'influence notable est présumée à partir de 20% des droits de vote. Pour ces sociétés, la règle est l'établissement de comptes consolidés. L'exemption n'étant possible que dans 3 cas, notamment pour les groupes de taille modeste. Mais le simple dépassement de 2 des 3 seuils à la fin d'un exercice rend obligatoire la publication de comptes consolidés dès l'exercice suivant. Le pourcentage de contrôle est une notion juridique et le pourcentage d'intérêt une notion patrimoniale. C'est le pourcentage de contrôle qui induit l'une des 3 méthodes de consolidation que nous rappelons en faisant référence aux 3 questions, à savoir cumul des comptes, et selon quel pourcentage, annulation des titres et intérêt minoritaire. Intégration globale pour un contrôle exclusif. Oui à 100%, oui et oui selon pourcentage d'intérêt des minoritaires. Intégration proportionnelle pour un contrôle conjoint, oui selon pourcentage d'intérêt du groupe, oui et non. Mise en équivalence pour une influence notable, non, non et non, car réévaluation des titres à l'actif du bilan de la mère. Les opérations internes au groupe sont totalement neutralisées. L'annexe inclut un tableau de flux de trésorerie et un tableau de variation des capitaux propres. Et pour terminer, un QCM de 15 questions. Appuyez sur pause pour ne pas passer à la diapositive suivante sur laquelle vous trouverez les réponses. À vous de jouer. Voici les réponses. 1. Vrai. Les comptes seront présentés obligatoirement aux normes IFRS si la société est cotée sur un marché réglementé et sur option sinon. 2. Vrai. Car dès l'instant où un contrôle exclusif ou conjoint est reconnu vis-à-vis d'une autre entité, il y a obligation de retenir aussi les structures sous influence notable. S'il n'y a que des entités sous influence notable, il n'y a plus d'obligation de présenter des comptes consolidés depuis 2016. 3. Faux, c'est le pourcentage de contrôle, notion juridique qui induit la méthode de consolidation. 4. Faux, c'est l'inverse. Le tableau de flux de trésorerie est facultatif en social et obligatoire en consolidation. 5. Vrai, dans le cas où le contrôle exclusif est retenu pour un contrôle contractuel ou d'entité ad hoc. 6. Faux, bilan, compte de résultat et annexe forment un tout indissociable comme c'est le cas en social. 7. Vrai, l'administration peut depuis 2014 demander la communication des comptes consolidés. 8. Vrai, ce taux permet de partager les capitaux propres en groupe et hors groupe. 9. Faux, le résultat apparaissant au passif est égal au résultat net part du groupe, obtenu en retranchant les intérêts minoritaires du résultat net des sociétés intégrées. 10. Faux, les intérêts minoritaires au passif représentent leur part dans les capitaux propres, donc y compris leur part dans le résultat de l'exercice. 11. Faux, ils sont sortis des capitaux propres et mis en dette, car on a intégré à 100% les comptes par la méthode de l'intégration globale en cas de contrôle exclusif. Le groupe maintient 100% des actifs et passifs exigibles des minoritaires au bilan, mais matérialise la dette qu'il a sur eux, sur cette ligne intérêt minoritaire. 12. Vrai, car on neutralise toutes les opérations internes. Le produit financier va être annulé chez la mère en contrepartie d'une augmentation des réserves de la fille, comme si la distribution n'avait jamais eu lieu. 13. Faux, le prix d'acquisition inclut non seulement les capitaux propres comptables, mais aussi des plus ou moins values sur des éléments d'actifs et de passifs et de la valorisation d'un fonds de commerce. 14. Vrai, la valeur d'une participation dépend de la valeur intrinsèque de l'entité, dont les capitaux propres comptables constituent l'une des composantes, et d'un supplément que l'acquéreur est disposé à payer pour, par exemple, développer son activité, s'étendre sur un nouveau marché. 15. Vrai, les actifs et passifs appartiennent au groupe et aux minoritaires car ils sont intégrés globalement à 100%. Leur part leur est restituée sur la ligne intérêt minoritaire au passif. Quant à l'écart d'acquisition, il représente le supplément résiduel que le groupe a versé pour des raisons qui lui sont propres, dans le but de prendre le contrôle d'une entité. Cet écart peut être positif à l'actif ou négatif au passif.
À bientôt sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Contact brefdecompte@laposte.net.